Le week-end dernier s'est déroulé le Grand Prix du Qatar en MotoGP, la première course de la saison. On va revenir sur ce Grand Prix et notamment sur les performances des constructeurs tout au long du week-end. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Déjà, le Grand Prix en soi était plutôt sympa, hein. La course du dimanche était plutôt cool. Bon, c'est pas la plus palpitante au monde, mais franchement, ça allait. Et la course sprint était tout aussi intéressante. Donc franchement, un premier week-end qui est très agréable. Et puis, petite parenthèse sur les courses de Moto 3 et de Moto 2, qui étaient franchement exceptionnelles. Je me suis régalé. C'était franchement incroyable. Bon, alors commençons par Ducati, le constructeur qui domine la MotoGP depuis plusieurs années maintenant. Bon, ça va pas changer en 2024. Ducati toujours au-dessus du lot. Il y a qu'à voir en fait les résultats du Grand Prix. 6 Ducati dans le top 7. Voilà, il y a juste Brad Binder qui est deuxième, mais sinon c'est tout des Ducati devant. Ducati partait déjà avec l'avantage d'avoir une Desmos Edici GP23 qui était déjà extrêmement performante, déjà au-dessus des autres motos. Et c'est très probable que la GP23 sont encore au-dessus des KTM et Aprilia de 2024, ce qui est quand même assez incroyable. Et la Desmos Edici GP24, elle est encore au-dessus du lot, encore meilleure. Déjà lors des tests de Sepang et de Losail cet hiver, on a vu que la Desmos Edici GP24 était clairement au-dessus du lot déjà face aux autres constructeurs. Ça s'est vérifié ce week-end au Qatar. Martin a gagné la sprint le samedi avec une marge assez confortable sur Brad Binder. Et puis le lendemain, c'est Francesco Bagnaia sur l'autre Desmos Edici GP24 avec l'autre équipe équipée de cette moto, le team d'usine, qui a gagné, on va dire assez facilement le Grand Prix du Qatar, même si c'est jamais facile, mais avec un écart aussi, toujours sur Brad Binder qui termine 2 fois deuxième. On y reviendra un petit peu plus tard. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas prêt de quitter cette Ducati GP, comme certains appellent la catégorie maintenant. C'est clair et net que la Ducati est encore une fois au-dessus du lot et bien au-dessus. Elle va facilement remporter la moitié des Grands Prix, voire même plus que la moitié. De toute façon, la Ducati va tout rafler cette année, c'est clair et net. Du côté de chez KTM, et ben là aussi on a vu de grosses progressions. Déjà entre 2022 et 2023, on a vu une nette amélioration de cette KTM. Là, cette année, elle a l'air d'être encore plus compétitive. J'ai même l'impression que cette KTM, elle s'est rapprochée du niveau de la Ducati. On l'a vu avec Brad Binder, qui s'est très bien qualifié, je crois en 5e position, ce qui est plutôt pas mal. Et puis en course, toujours ce point fort de cette KTM, c'est les départs. Le point fort aussi de Brad Binder, c'est les départs. Et les 2 départs de la sprint et de la course principale ont vraiment été très très bons. Et au final, le Sud-Africain il termine 2e des 2 courses, juste derrière Martin le samedi, derrière Bagnaia le dimanche. Et au final, il est 2e du championnat avec 2 petits points de retard sur le leader Francesco Bagnaia. Donc un début très très bon de cette KTM et notamment de Brad Binder. Parce que derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Alors je mets de côté Pedro Acosta, qui a fait un superbe week-end, 8e en qualif, 8e en sprint, 9e en course principale. Dommage, le pneu qui a perdu de la performance en fin de course, ce qui l'a fait chuter de la 4e à la 9e place. Un peu dommage, mais le début de course était franchement fantastique, mais il a un petit peu trop tapé dans les pneus. Mais bon, c'est son premier week-end en MotoGP, il apprend, donc franchement super week-end de sa part. Mais du côté de leurs équipiers, Augusto Fernandez, on l'a pas vu du week-end, et Jack Miller, ça a été franchement très 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 compliqué. Bon, voilà, pour le moment, il n'y a que Brad Binder qui fait réellement performer cette KTM. Un peu Pedro Acosta, on verra par la suite. Donc, à voir, un petit peu comme l'année dernière, la KTM semble vraiment performante, mais il n'y a qu'un seul pilote au final qui l'a fait bien performer au final. Il y a juste Brad Binder. En tout cas, belle évolution, ça se sent de cette KTM. À voir sur les prochains Grands Prix, mais ça part plutôt bien pour la marque autrichienne. En revanche, un petit peu déçu par l'Aprilia, alors c'est pas catastrophique non plus, mais ça reste à peu près au même niveau qu'en 2023. Aleix Espargaro a réussi tout de même à faire une très belle qualif, un 2e déjà. Il a fait le podium en course sprint. Malheureusement, ça a été beaucoup plus compliqué en course principale, déjà dû à un mauvais départ d'Aleix Espargaro qui tombait à la 9e position. Mais au final, il n'est pas remonté comme le samedi où il avait fait une fin de course sprint franchement top. Les chronos étaient vraiment très bons. Le problème, c'est que le dimanche, ça n'a pas été le cas. Donc un petit peu décevant.
Puis Maverick Viñales, lui, il était un petit peu en milieu de paquet tout le long du week-end, donc un petit peu compliqué. Et puis dans l'équipe Trackhouse, ça commençait plutôt bien lors des essais libres. Puis au final, ça s'est terminé un petit peu moins bien puisque l'équipe américaine ne score finalement qu'un petit point ce week-end. Mais surtout, le gros point noir de cette Aprilia depuis des années maintenant, c'est la fiabilité. Clairement, encore une fois, on a vu beaucoup de problèmes de fiabilité. Lors des essais, il y a la moto de Viñales qui s'est mis à cracher de la fumée. Lors d'une chute de Raúl Fernandez qui a été causée probablement aussi par un problème mécanique, là aussi, la moto a pris feu. Et puis le dimanche, Raúl Fernandez a tout simplement calé sur la grille. Puis au final, il a abandonné la course sur problème mécanique, là aussi. Donc ça fait beaucoup quand même sur cette Aprilia. Voilà, un petit peu le point noir qu'ils avaient déjà l'année dernière, et même il y a 2 ans aussi, qui leur a coûté d'ailleurs la 2e place aux constructeurs il y a 2 ans, hein, à Valence. Les 2 motos avaient subi des problèmes mécaniques et Yamaha était passé devant dans le dernier Grand Prix. Un petit peu dommage. Voilà, l'Aprilia, c'est pas catastrophique. Il y a moyen de faire des choses encore cette année, hein, forcément. Mais j'ai l'impression que ça s'éloigne un petit peu de la KTM, alors que l'année dernière, c'était plutôt proche. Donc bon, à voir sur les prochains Grands Prix, mais je suis un petit peu déçu par l'Aprilia. À voir par la suite tout de même. Ils peuvent très bien rectifier le titre et il peut y avoir très bien des Grands Prix où ça va beaucoup plus fonctionner pour cette Aprilia. On en vient maintenant aux constructeurs japonais. Tout d'abord, Yamaha. C'est compliqué. Et là, par contre, c'est la grosse galère parce qu'on a l'impression que c'est pire que l'année dernière, en fait. Là, pour ce Grand Prix du Qatar, il n'y a eu aucun espoir que ni Fabio Quartararo ou Alex Rins aillent se qualifier en Q2. Au final, ils font 16 et 17, je crois, de la qualif, un truc comme ça. Enfin, fond de peloton encore une fois. Fabio a fait quand même de très très bons départs au final. Il termine 11e de la sprint, je crois, et puis à la même position de la course principale. Bon, il sauve un petit peu les meubles, et clairement, que c'est difficile. Franchement, c'est dingue. Au discours des dirigeants de Yamaha, au discours aussi des pilotes Yamaha, on a l'impression qu'ils n'ont rien trouvé déjà pour améliorer cette Yamaha. Ils ne savent pas où ils en sont, ils sont complètement perdus sur le développement de cette moto. Ils ne savent plus quoi faire et c'est extrêmement inquiétant parce que les autres avancent. Non seulement les constructeurs européens, mais même Honda a réussi un petit peu à avancer. Ça se voit un petit peu, on va en parler un petit peu plus tard. Mais la Yamaha, elle semble complètement stagnée. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de perspective d'évolution par la suite. On a l'impression que ça va être à peu près le même niveau toute l'année. À moins qu'ils mettent le doigt sur quelque chose durant la saison, mais pour le moment, il n'y a rien du tout. C'était extrêmement compliqué. Et comme l'a dit Fabio Quartararo lui-même, ils n'ont rien trouvé. Ça n'a rien donné ce week-end au Qatar. Ils n'ont tout simplement pas réussi à trouver des solutions à leurs problèmes sur ce week-end. Ils repartent du Qatar avec les mêmes questions qu'ils avaient en arrivant. C'est compliqué, c'est désespérant. Donc j'espère pour Yamaha qu'ils vont réussir à remonter quand même, mais ça semble bien mal parti pour cette saison. Alors aux constructeurs, ils ont 1 point d'avance sur la Honda au final, mais clairement, la Honda leur est passée devant. Ça a fait de meilleurs progrès que la Yamaha, c'est clair et net. Donc ça va être compliqué encore pour Fabio Quartararo. Est-ce que ce sera sa dernière saison chez Yamaha? À voir, mais avec ce tel niveau de performance, il y a des chances que le Français aille voir ailleurs en 2025. J'ai commencé à en parler justement de Honda, ils sont derniers au championnat des constructeurs après ce Grand Prix du Qatar, mais clairement on sent qu'il y a une légère évolution. Alors clairement la moto n'est pas dans les premières positions, c'est sûr, il n'y a même pas de top 10 ce week-end pour la Honda dans aucune session, enfin qualif, sprint et course principale, il n'y a aucun top 10, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu de positif et que ça va un petit peu mieux. Ça va dans le bon sens, on va dire. Déjà, rien qu'avec Johann Zarco qui vient d'arriver sur cette moto, qui vient d'arriver dans cette équipe LCR, il s'en est bien sorti, le meilleur pilote Honda sur ce week-end au Qatar. Il n'est pas passé loin de la Q2 pour 36 millième, c'est vraiment dommage. Au final, il échoue à la 3e place de la Q1, donc il partait 13e des 2 courses, ce qui est franchement pas si mal que ça, on va dire. C'est devant les Yamaha déjà. La course au sprint, ça s'est très bien passé. Il a passé une majorité de la course en 11e position. Malheureusement, il a commencé à sentir des vibrations au niveau de ses pneus. C'était compliqué la dégradation.
Et malheureusement, il a chuté vraiment en 16e position, derrière Joan Mir, donc un petit peu compliqué. Mais il y avait quand même du positif là aussi. Dommage cette dégradation un petit peu anticipée au final. Le dimanche, il a remédié à ses problèmes, ça allait un peu mieux apparemment selon Johan Zarco. Au final, il termine à la 12e position, il a réussi à pousser un petit peu en fin de course, c'est plutôt positif. Donc bon, voilà, un week-end plutôt correct du côté de Johan Zarco. Ça a été aussi plutôt positif pour Joan Mir. Dans l'équipe d'usine, ça a été mieux que la saison dernière. Déjà, on a retrouvé un Joan Mir au moins au milieu de peloton, c'est déjà ça. Par contre, ce qui est très très inquiétant, c'est le niveau de Luca Marini qui vient d'arriver sur cette Honda. Il était complètement perdu. On ne l'a tout simplement pas vu du week-end. En qualification, je crois qu'il fait avant-dernier, 21e de la qualif. C'est extrêmement loin. La course sprint, pareil, il finit avant-dernier ou dernier. Enfin, il se bat avec Morbidelli, quoi. Enfin, c'est catastrophique. Et la course principale, alors là, c'était un carnage. Franchement, le rythme n'était pas du tout là. Imaginez-vous qu'en fin de Grand Prix, il finit juste devant Jacques Miller qui avait chuté, quoi. Enfin, c'est incroyable, il termine à la 20e place sur 21 qui ont terminé, dont un pilote qui a chuté, donc en gros il termine dernier, quoi. C'est vraiment le rythme de Luca Marini, par contre, était catastrophique. Heureusement, il y avait Zarco et Mir pour sauver un petit peu l'affaire, mais bon, Luca Marini, c'est censé être le leader de Honda au final, puisqu'il est dans le team d'usine. Il semblait être arrivé dans cette équipe justement pour prendre le rôle de leader et succéder un petit peu, entre guillemets, succéder à Marc Marquez, même si évidemment il n'y a pas le même talent entre Marquez et Marini. Mais bon, premier week-end extrêmement compliqué pour l'Italien, mais du côté de la marque japonaise, bon, on sent un petit peu d'évolution, ça va un petit peu mieux, mais clairement les résultats ne sont pas encore là. Mais il y a quand même de l'espoir pour cette saison. À voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À bientôt.